La France a une tradition très ancienne des concessions qui remonte à l'Ancien Régime. Les concessions correspondent à un PPP avec paiement des usagers. Cette forme contractuelle a ainsi été utilisée dans les domaines de l'eau, de la route notamment. C'est d'ailleurs un modèle que la France a su exporter. Toutefois, ces contrats n'étaient pas toujours appropriés pour les cas où il n'y avait pas d'usagers ou pour les cas où il était interdit de déléguer le service car ils portaient sur des missions régaliennes. C'est notamment le cas pour les écoles, les commissariats ou encore les palais de justice. Il n'y avait pas de contrat idoine, c'est-à-dire un contrat global permettant un paiement étalé dans le temps par la personne publique. En outre, il existait plusieurs contraintes juridiques au développement des contrats de type PPP en France. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, il y avait l'interdiction du paiement différé posée par le Code des marchés publics. En d'autres termes, une prestation rendue devait être payée au fur et à mesure de son exécution et ne pouvait pas être étalée dans le temps. Ainsi, la construction d'un ouvrage devait être intégralement payée au moment où l'ouvrage était réceptionné par la personne publique. Le paiement ne pouvait pas être étalé dans le temps. C'est notamment sur ce fondement qu'ont été interdits les fameux METP ou marchés d'entreprise de travaux publics par un arrêt du 8 février 1999, commune de La Ciotat. Le METP était un contrat par lequel une personne publique confiait à une entreprise le soin de construire un ouvrage et de l'exploiter sur une longue durée, le titulaire étant rémunéré par une redevance couvrant aussi bien les frais de construction que les frais de fonctionnement. Le paiement de l'opérateur était donc étalé dans le temps. Considéré comme un marché public, le METP a donc été déclaré illégal. En outre, des affaires de corruption et de favoritisme ont frappé plusieurs METP, notamment dans les dossiers des lycées d'Île-de-France, discréditant ce contrat et renforçant les règles visant à empêcher la mise en œuvre de ce type de contrat, à savoir l'interdiction des contrats globaux et de la liaison des offres sur des lots séparés. À côté de l'interdiction de procéder au paiement différé des prestations, une autre contrainte juridique résidait dans l'obligation pour les personnes publiques d'allotir leur marché. Ce principe oblige l'acheteur à conclure autant de marchés qu'il y a de prestations dissociables au sein d'un même projet. Le marché global est ainsi devenu l'exception. Ainsi, pour un projet comportant un volet conception, un volet construction et un volet exploitation, il fallait au moins conclure 3 marchés différents, voire plus si le marché de construction pouvait lui-même être dissocié en plusieurs lots propres à un corps de métier spécifique. Enfin, la dernière contrainte juridique était posée par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, qui interdit au maître de l'ouvrage, défini comme la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit, de se démettre de ses responsabilités, parmi lesquelles figurent notamment celle d'assurer la conception et le financement de l'ouvrage. De plus, l'article 7 de cette même loi prescrit que la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle de l'entrepreneur. La situation de la France était alors à un paradoxe, car à l'étranger, les législations favorables au PPP émergeaient. Ainsi, dès 1992, la Grande-Bretagne engageait un vaste programme qualifié de Private Finance Initiative, PFI, qui consistait à créer ce type de contrat afin de rénover les services publics britanniques. La politique britannique s'inspirait des modèles français de la concession et du METP. Elle eut un grand retentissement dans les techniques de gestion publique. Elle fut adoptée en Europe par l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Mais en France, il n'existait pas de cadre juridique dédié permettant le recours au PPP. Alors, la pratique va tenter de pallier ce manque et faire émerger plusieurs types de PPP qui vont ensuite être consacrés légalement. Les premiers montages innovants sont issus de réflexions diverses menées à partir du milieu des années 80 sur le potentiel de valorisation économique du domaine public de l'État ou des collectivités locales. Il arrivait en effet fréquemment que les collectivités publiques veuillent profiter des terrains dont elles étaient propriétaires pour faire édifier par le secteur privé un bâtiment destiné à abriter une activité d'intérêt général ou de service public. Mais le financement de l'équipement par le privé
supposait que ce dernier puisse disposer de sûreté, notamment d'hypothèques ou de droits réels sur le bien. Or, la constitution de telle sûreté était incompatible avec les règles de la domanialité publique. Tout cela faisait en principe obstacle au financement privé d'infrastructures sur le domaine public. Le Conseil d'État avait ainsi été conduit, tant dans ses formations contentieuses qu'administratives, à s'opposer à l'adoption sur le domaine public de formules juridiques telles que le bail emphytéotique et le crédit-bail. Nous faisons ici référence à l'arrêt du Conseil d'État du 6 mai 1985, association Eurolat, et à un avis d'Assemblée du 30 mars 1989, dans lequel le Conseil d'État avait estimé impossible de recourir à la technique du crédit-bail pour financer les infrastructures du TGV. Pour contrer ces obstacles, deux lois sont venues spécifiquement autoriser la constitution de droits réels sur le domaine public. Tout d'abord, la loi du 5 janvier 1988 qui crée le BEA en disposant qu'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L 451-1 du Code rural, et cela même si le bien appartient au domaine public. Et par ailleurs, la loi du 25 juillet 1994 qui a introduit dans le Code du domaine de l'État la possibilité d'accorder des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'État. Ces montages ont historiquement eu pour but de permettre une meilleure valorisation économique du domaine public, considéré désormais comme terrain d'assiette d'activité économique, génératrice de recettes pour la collectivité, celle-ci n'étant plus, grâce à une évolution des mentalités, perçue comme étrangère à l'intérêt général. Mais ils ont fourni également un cadre juridique au premier PPP tel que défini plus haut. Ils permettaient en effet à un opérateur privé d'édifier un immeuble qui servira aux besoins de la collectivité locale elle-même. Le mécanisme de base était dans tous les cas celui d'un montage locatif, dit aussi montage aller-retour. La collectivité publique autorise un opérateur privé à édifier sur un terrain appartenant à ladite collectivité un immeuble dont il reste propriétaire sous d'importantes réserves. En retour, la collectivité loue cet immeuble dès son achèvement et elle paye un loyer qui comprend non seulement la partie locative, mais aussi une part représentant le coût de construction et le coût du financement. Le Conseil d'État a admis la légalité de ces montages dans une décision du 25 février 1994 SA-SOFAP Marignan Immobilier et dans un avis du 31 janvier 1995. Par ailleurs, des textes spécifiques sont venus autoriser les PPP pour les besoins de la justice, de la police, de la gendarmerie et pour les établissements publics de santé. Ainsi, avec la loi du 29 août 2002, dite LOPSI, l'État, pour les besoins de la police, de la justice et de la gendarmerie, peut conclure un bail avec option d'achat des bâtiments construits par le partenaire. Cette loi ouvre également la possibilité de financer les constructions par la voie du crédit-bail. Ce dispositif a été étendu aux constructions réalisées par l'armée ou les services du ministère de la Défense. Par ailleurs, il y a l'ordonnance du 4 septembre 2003 qui crée le bail emphytéotique avec option d'achat pour les établissements publics de santé. Ce faisant, le besoin d'un texte plus général sur les PPP se faisait sentir, notamment pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement public qui était considéré comme une réponse adéquate pour relancer l'économie. Ainsi, la loi du 2 juillet 2003 a autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour créer de nouvelles formes de contrats conclus par les personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics ou la gestion et le financement de services ou une combinaison de ces différentes missions. L'objectif était donc bien de pouvoir donner un nouvel outil aux personnes publiques répondant aux contraintes susmentionnées pour relancer les programmes d'investissement public malgré les restrictions budgétaires. Toutefois, le Conseil constitutionnel est venu restreindre dans sa décision du 26 juin 2003 la possibilité de recourir à ces nouvelles formes de contrats. Il a estimé que ces contrats n'étaient pas contraires à la Constitution,
sous la seule et essentielle réserve que leur utilisation ne soit pas généralisée, mais uniquement réservée à des situations répondant à des motifs d'intérêt général. Sur la base de cette loi, l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat a finalement été adoptée. Dans le respect des exigences posées par le Conseil constitutionnel, le recours au contrat de partenariat n'était possible qu'en cas, d'une part, d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible. D'autre part, de complexité du projet, dans les cas où la personne publique ne disposait pas des moyens, compétences et ressources nécessaires à la réalisation du projet, eu égard à sa complexité. La loi du 28 juillet 2008, relative au contrat de partenariat, a modifié l'ordonnance du 17 juin 2004 en vue de favoriser le recours à ce type de contrat. Elle a notamment ajouté un nouveau critère permettant de recourir au contrat de partenariat, celui de l'efficience économique, selon lequel, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que d'autres contrats de la commande publique. Ce nouveau critère a été validé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 juillet 2008. Le contrat de partenariat a par la suite fait l'objet de nombreuses critiques, celles de l'endettement caché des personnes publiques ou de la coexistence de plusieurs types de PPP, les montages aller-retour, les PPP sectoriels et le contrat de partenariat, soumis à des régimes juridiques différents, ce qui pouvait être source d'insécurité juridique. Par exemple, les BEA n'étaient pas soumis à l'évaluation préalable ou conditionnés à l'existence d'une situation d'urgence, de complexité ou d'efficience économique, sans que cette divergence de traitement ne s'explique. Ces critiques ont pour la plupart été reprises par le rapport Sueur-Portelli du 16 juillet 2014, qui a qualifié les PPP de « bombes à retardement ». Ce rapport a formulé plusieurs recommandations en vue d'encadrer de façon encore plus restrictive le recours aux PPP. L'ensemble de ces critiques ont abouti à une réforme des PPP par l'adoption de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public.